Bonjour messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Fédération de la Mutualité française. Patrick Brottier, on va commencer avec vous. Vous êtes le président d'Adrea, vice-président d'Azeo et vice-président d'Aesio, et vice-président de la Mutualité française. Votre regard de mutualiste, si je vous dis la mutation du système de protection sociale est inévitable au regard de la vitesse à laquelle tout ça change, non seulement elle est inévitable, mais il va falloir le faire très vite. En lien avec tout ce qui a été dit précédemment, je dirais oui et non. Oui au sens où on voit bien qu'il y a des populations qui peuvent être éloignées de la protection sociale et qu'il y a une nécessité, je dirais à la fois pour la dynamique économique et pour, j'allais dire, faciliter les transitions aussi, telles que ça a été évoqué tout à l'heure, de permettre un accès à une protection sociale en tant que telle à ces populations. De le faire sans doute avec des modalités qui seront peut-être plus personnalisées qu'auparavant, mais en même temps en les inscrivant dans des dispositifs, comme ça a été dit, qui soient solidaires et mutualisés. Alors, je pense que là-dessus, c'est une nécessité absolue, parce que s'il n'y a ni mutualisation ni solidarité, le moment venu, il y aura des iniquités encore plus fortes dans la société qui est la nôtre. Et évidemment, je pense que personne ne peut aspirer à ce que nous dégradions finalement notre modèle social et ce qui fait le lien social dans notre pays. Néanmoins, dans cette nécessaire mutation de la protection sociale, il va quand même bien falloir partir de quelque chose. Est-ce qu'on repart d'une feuille blanche? Est-ce qu'on garde des choses de l'ancien système? On garde quoi? On rejette quoi? On fait comment? Alors, il y a un certain nombre de champs sur lesquels mes voisins de table auront peut-être plus de légitimité que moi à parler, puisque notamment il y a une réforme qui est promise autour des enjeux de retraite. Et on va y venir. Je pense qu'il y a une nécessité forte aussi au-delà de ça. On est rentré dans la société de la longévité, ça a été beaucoup abordé hier, et on voit bien qu'il y aura une nécessité demain à la fois de conjuguer de conforter les moyens financiers pour sécuriser la situation de personnes en situation de perte d'autonomie, pour le prévenir aussi, et puis pour accompagner dans des établissements ou à domicile la prise en charge des individus. Il y a un rendez-vous qui a été donné hier par le président de la République, tant mieux. Nous, en tout cas, en tant que mutualistes, on a vraiment envie de contribuer, parce que sur tous ces points-là, on est présent. Sur les capacités d'apporter une protection de type assurantiel, mais aussi sur les prises en charge à domicile en établissement et la prévention, il y aura cette nécessité. Sur la santé, je pense, et ça a été dit ce matin, il y a eu beaucoup d'éléments qui sont ambivalents. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, on a évoqué la PUMA tout à l'heure, Stéphanie l'abordait, depuis 2016, il y a eu la généralisation de la complémentaire santé via l'accord national interprofessionnel de 2013, qui était une bonne chose, puisqu'il y a aussi plus de salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé grâce à ça. Il y a maintenant l'accès aux soins qui devrait être favorisé sur un certain nombre de postes de dépenses avec le reste à charge zéro, mais en même temps, on a un système qui est totalement atomisé, et notamment pour certaines personnes, des travailleurs indépendants, certains jeunes, et les populations retraitées, il peut y avoir finalement une distorsion dans l'équité de traitement vis-à-vis du reste de la population. Il faut refonder finalement un dispositif plus mutualisé, peut-être y travailler en lien avec les partenaires sociaux, et c'est sans doute atteignable. Voilà, je rappelle évidemment que cette table ronde est retransmise sur Public Sénat et que vous pouvez continuer à nous poser vos questions via l'application que vous connaissez maintenant. Laurent Berger, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CFDT. Par rapport à ce qui vient d'être dit, phénomène de mutation, c'est quoi votre vision à vous de la CFDT pour que finalement personne ne soit laissé sur le bord de la route, parce que c'est bien ça le but du jeu? Comme ça a été dit depuis ce matin et très bien dit, les mutations, elles sont de deux ordres. Elles sont les mutations technologiques, on a parlé de la digitalisation, les mutations du travail, mais elles sont aussi les mutations en termes d'attente et d'aspiration, voire de doute parfois sur la solidarité et sur la mutualisation. Et moi, je crois que la voie de passage, elle est simple, elle est de dire il faut garder nos principes. Ça a été dit par les uns ou les autres. Nous contribuons selon nos moyens et on reçoit en fonction de ses besoins dans un monde où les séparatismes en tout genre sont en train d'exploser. Ça, c'est immuable pour vous? C'est immuable, évidemment, que les réalités salariales sont en train de bouger, les réalités du travail sont en train de bouger. On a parlé du développement du travail indépendant, mais on peut aussi se dire assez sereinement ici que les inégalités
intrasalariales sont aussi extrêmement présentes, selon qu'on soit dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, qu'on ait une présence syndicale dans l'entreprise, qu'on n'en ait pas, parce que ce n'est pas exactement la même chose, qu'on soit couvert par une convention collective où il y a du dialogue social et de la construction de droits, ou que ce ne soit pas le cas, qu'il n'y ait pas de dialogue social ou qu'il y en ait, etc. Et donc, le principe, moi je crois qu'il faut repartir et de ces principes de solidarité, d'articulation entre l'attente individuelle et la nécessité collective et le besoin collectif. Ces tensions-là entre individu et collectif, ça a toujours été l'histoire du syndicalisme. Toujours. De toutes nos organisations syndicales d'ailleurs. Et la capacité de le faire vivre, ce n'est pas en niant l'individu. Ce n'est pas en niant ses attentes. C'est au contraire en regardant ce qu'elles sont et comment elles s'intègrent dans un système de solidarité collective. Donc il faut partir de cela et il faut repartir des attentes. Il faut réécouter, il faut redonner confiance dans les systèmes collectifs. Si on ne le fait pas, c'est vrai qu'il y aura de plus en plus de tentations, notamment de certaines catégories de travailleurs sans doute mieux dotés en termes de qualification, sans doute plus confiants à l'avenir, etc., qui seront tentés par faire fi de la solidarité. Et donc, je crois qu'il faut de l'agilité. De l'agilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on les discute, ces changements-là. On a beaucoup parlé tout à l'heure, et Bernadette l'a très bien dit, il y a trop de changements qui sont des changements finalement subis, qui sont vus comme étant, on n'a pas le choix, et du coup, il faut qu'on fasse face en essayant de serrer les boulons du mieux qu'on peut d'un système qui commence à ne plus être adapté. Eh bien, moi, je crois aux fonctions premières de la protection sociale, d'un modèle social qui protège les plus fragiles, qui est un système collectif, à une seule condition, c'est qu'on ne soit pas fermé à en redéfinir les modalités. Laurent Berger, quand hier, le président de la République, sur cette scène, dans son discours, dit qu'il parle d'un système qui accompagne et qui responsabilise, d'un système qui prenne plus en compte l'individu. Est-ce que ça vous paraît être la bonne philosophie, la bonne base de négociation ? Non, mais la réponse est non en ce qui me concerne, pour une raison simple, c'est que il faut la responsabilisation, je ne suis pas contre, et je pense qu'il y a un vrai défi dans l'accompagnement de l'effectivité des droits. Enfin, on est quand même dans un pays qui souffre d'une non-effectivité des droits pour un certain nombre de citoyens, mais de travailleurs. Il suffit de regarder, y compris sur ce qui est aujourd'hui un peu ciblé, sur le recours par exemple aux minima sociaux. Le phénomène de non-recours est quand même quelque chose d'extrêmement glaçant dans un pays comme le nôtre. Donc il y a un vrai sujet, même s'il y a eu des progrès de fait, et tant mieux, mais je crois qu'il manque la question de la solidarité. Et hier, dans le discours, je le dis franchement, je n'ai pas entendu la question de la solidarité nécessaire. Évidemment qu'il y a la question de l'émancipation dans tous dispositifs sociaux. Il y a la question de l'émancipation, donner la possibilité à chacun de progresser, de se réaliser, de recoller d'une certaine manière au travail, etc. Mais il y a la question de la solidarité pour tous ceux. Et je ne crois pas qu'à la responsabilisation de ceux qui sont le plus en difficulté, ça me pose un peu de difficulté. J'ai un peu entendu, vous savez, c'est un peu pareil que sur la question de la famine dans le monde. C'est pas parce qu'il faut faire davantage de choses sur l'aide au développement qu'il ne faut pas de l'aide humanitaire d'urgence. Et j'ai un peu le sentiment parfois, d'ailleurs sur l'aide au développement notre pays est très nul, mais j'ai un peu parfois l'impression qu'on voudrait responsabiliser à outrance en disant mais l'individu aide-toi et le ciel t'aidera. Dire, moi je suis d'accord pour dire il y a une responsabilité, j'étais conseiller en insertion professionnelle moi, mon métier d'origine, donc je sais qu'il y a une responsabilité des uns et des autres aussi, mais il y a un accompagnement à opérer et dans le cadre de cet accompagnement, il y a la capacité à vivre ou survivre à peu près dignement qu'il faut continuer d'assurer. Si on ne le fait pas, on va donner le sentiment qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun, mais qu'il n'y a pas de responsabilité collective à faire progresser notre pays en termes de cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté, et je crains un peu ça, je vous le dis. La question de la dignité qui était au cœur du préambule du discours du président de la République hier. Pascal Pavageau, bonjour, vous êtes le nouveau secrétaire général de Force ouvrière. Votre réaction par rapport à ce que vient de dire Laurent Berger, vous l'avez déjà dit, hein, ce qu'on appelle un système de protection sociale à la carte, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas totalement. Oui, d'abord, merci de l'invitation. Je suis très content d'être là, au nom de Force ouvrière, et je crois que c'est très bien que les organisations syndicales aient été invitées et aient pu venir. Je pense que c'est une bonne chose, d'autant plus, je veux dire, ce matin, après un super chauffeur de salle que vous avez eu hier.
Parce que De qui vous parlez? Hein? De qui vous voulez parler? Parce que en matière de provoque, il y a des moments où je trouve que ça va un petit peu loin. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Laurent sur le rappel. Oui, mais c'est pas... Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a D'abord, provoqué? je suis d'accord avec ce que vient de rappeler Laurent, c'est-à-dire sur le fait que nos principes mêmes, qui ont construit, toujours avec la fameuse phrase qu'a rappelée Catherine, mais qui est quand même un fondement important, je veux dire, je contribue selon mes moyens, je bénéficie selon mes besoins, qui, si on y regarde bien sur notre modèle républicain, est exactement la même chose sur le service public républicain. Que je sois imposable ou pas, je bénéficie du même droit que celui qui paye l'ISF. Donc ça aussi, c'est un fondement même de notre principe, de notre pacte social, de notre modèle social. Donc ça, il ne faut pas le rompre. Après, le deuxième point, au-delà de ne pas faire d'économie, pour ceux qui auraient du pognon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est commencer par une réforme, qu'elle soit soi-disant paramétrique ou systémique, sans être partie des besoins. La vraie question aujourd'hui, c'est à quoi sert notre système de protection sociale, comme d'ailleurs à quoi sert notre service public républicain. Il répond à des besoins. Et ces besoins, bien sûr, ils sont toujours individuels, mais globalement, ils sont collectifs. Et donc, nous devons garder la ligne de fracture qui est finalement celle des 3 tables rondes, mais aussi du discours d'hier du président de la République. C'est la question de l'individualisation, c'est la question de la transformation du système vers une logique soi-disant au motif de responsabiliser l'individu, de lui transférer l'intégralité de la responsabilité de son propre sort. Pour vous, c'est une logique de chacun pour soi, et au bout de bout, c'est une logique de jungle et d'opposition des uns contre les autres, et où tout le monde est en concurrence contre lui-même, et le seul moyen de survivre, c'est soit d'être plus fort que l'autre, soit de marcher sur l'autre. Alors moi, j'ai entendu ce que François disait sur sa grand-mère. Moi, la mienne, elle disait, elle était un peu égoïste là-dessus, elle disait « Mon chien n'aime pas les saucisses, la preuve, je ne lui en donne jamais ». Bon, je me demande... Parce que le terme saucisse a aussi été employé dans d'autres endroits, mais je me demande si elle n'a pas inspiré une partie du programme social du président de la République. En tous les cas, ça m'inquiète très fortement. On ne peut pas, de surcroît, dans une république, on ne peut pas construire un modèle en disant « on ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demande-toi simplement ce que tu peux faire pour toi ». Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire selon une idéologie d'individualisation sans valeur. Et quand vous avez une idéologie d'individualisation, une idéologie sans valeur, vous vous envolez. Ce n'est pas étonnant après qu'on se compare à une planète. Parce qu'effectivement, vous partez très haut. On ne peut pas avoir une idéologie d'individualisation et de chacun pour soi sans garder les valeurs. Parce que c'est les valeurs qui nous gardent les pieds sur terre. Et dans les valeurs, il y a l'égalité, il y a la liberté, il y a la fraternité, il y a la solidarité. Je rejoins à nouveau ce que vient de dire Laurent. Il est essentiel que nous gardions ces valeurs-là. Après, on les adapte. Les évolutions, notre système, il doit tenir compte des besoins. Les besoins ne sont pas nouveaux, liés au numérique, liés aux nouvelles formes d'emploi, liés aux aspirations Mais on fait comment, Pascal Pavageau? Et dans ces cas-là, on fait comment? Encore une fois, jamais on ne repart des besoins. On dit ici ou là, il y a des métiers nouveaux, il y a du numérique, etc. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est repartir des besoins. C'est quoi votre constat sur les besoins Oui, mais ce débat sur les besoins, il va prendre plus qu'un quart d'heure. Il est excessivement long. Ça veut dire qu'on se donne le temps, par exemple, à l'échelle d'un groupe ou d'un lieu neutre, moi je ne sais pas si c'est France Stratégie ou autre, de prendre le temps aujourd'hui d'avoir un examen collectif de l'expression de ces besoins, des mutations et des évolutions. Ce n'est pas la peine d'aller tirer des plans sur la comète ou sur Jupiter. D'abord, regardons les évolutions qui ont eu lieu ces derniers temps et où nous en sommes. Et effectivement, posons la question à partir de là, de l'adaptation nécessaire du système. Mais adapter le système comme on l'a toujours fait, comme on a su toujours le faire, comme les mutuelles le font tous les jours, y compris au gré de mariages ici ou là. J'ai compris qu'il y en avait d'autres, il y en avait eu un hier, etc., ou des évolutions. Eh bien, ces évolutions-là n'empêchent pas de toucher à nos principes et à nos valeurs. Donc nous, on est à Force ouvrière pour que nous maintenons nos principes et nos valeurs, parce que ce sont avant tout des principes républicains et des principes de solidarité. Laurent Berger, une réaction, et après, je demanderai
à Claude Tandil de prendre la parole parce qu'on verra si le MEDEF a envie de se mettre autour de cette table et de réfléchir avec vous. Je crois que de partir des besoins et des trous dans la raquette existants qui sont malheureusement extrêmement nombreux aujourd'hui en termes de couverture sociale, c'est déterminant. C'est pas simple pour une organisation syndicale. Hein. C'est pas simple parce que ça veut dire aussi de regarder ce que parfois on a contribué à creuser comme inégalité contre notre gré, mais c'est parfois une réalité. Je suis persuadé qu'un certain nombre de gens dans la salle savent de quoi je parle. Moi, je crois qu'il faut d'abord... Vous êtes prêt à le faire, ça ? Oui, je crois qu'on a montré qu'on était prêt à le faire. Enfin, même si ça a suscité un peu de débat entre nous, je crois que de faire accéder, comme l'a dit Patrick, l'ensemble des salariés du privé à un financement de la complémentaire santé payé pour moitié par l'employeur, c'était quand même montrer qu'on voulait s'adresser d'abord aussi à ceux qui en étaient exclus et qui étaient souvent évidemment les plus fragiles, les moins couverts. D'ailleurs, ce travail-là, il mériterait de continuer à progresser pour que dans les fonctions publiques, l'employeur participe au paiement de la complémentaire santé, pour que les retraités puissent en bénéficier, etc. etc. N'oublions pas que notre problème numéro 1 de la santé aujourd'hui, c'est le renoncement aux soins. Mais au-delà de ça, moi je crois qu'il faut d'abord investir, il faut savoir identifier ce que sont les nouveaux risques. La construction de la sécurité sociale, c'est l'identification de risques. Des fois, le terme risque n'était pas, sur certains sujets, le plus approprié, mais en tout cas, c'est le facteur de risque. Il y a un certain nombre de nouveaux risques et il faut savoir comment on les prévient déjà. Il y a un certain nombre de risques qu'on peut prévenir. Par exemple, si on se place sur la question du chômage, on peut prévenir un certain nombre de risques en sécurisant davantage le recours à des contrats plus longs, etc., et en responsabiliser les employeurs. Donc, comment on prévient des risques? Mais c'est dans le domaine de la santé, vous êtes très investi là-dessus, et l'évolution mutualiste, elle est aussi beaucoup là-dessus, et je crois qu'il faut continuer à le faire. Dans le domaine du travail, il faut continuer à le faire, parce qu'on a beaucoup de choses à progresser. Le deuxième, c'est, moi je crois, continuer à aller avec les droits attachés à la personne et non plus au statut. C'est pas de l'individualisation. Ça, c'est pas de l'individualisation. C'est de prendre en compte la spécificité dans un cadre collectif. Et d'ailleurs, ne nous racontons pas d'histoire, c'est déjà ce qui est fait dans un certain nombre de contrats qui sont proposés aux uns et aux autres. Ou alors, je me suis planté, mais en tout cas, j'ai plutôt le sentiment que c'est fait. Mais je crois qu'il faut continuer d'attacher les droits à la personne. Il faut une forme d'universalisation des droits dans un cadre collectif. Et ensuite, il faut mieux articuler les dispositifs qui sont ciblés solidairement vers les personnes les plus fragiles, à travers des filets de sécurité dont on ne peut pas toucher, et des dispositifs mutualisés qui augmente collectivement la qualité de vie de chacun, la couverture de chacun, etc. Et donc, il faut faire, encore une fois, articuler davantage ce qui est du domaine de la solidarité, du domaine de la contributivité. Et dans la contributivité, la solidarité n'est pas absente. Et ça veut dire qu'il faut qu'on repose, comme le disait Pascal, ces enjeux-là et qu'on soit capable de les traiter, non pas pour faire moins, pour faire mieux. Parce que je crois qu'à ne pas vouloir faire évoluer nos systèmes, parfois on fait moins bien qu'on ne faisait précédemment. Et vu les mutations qui sont en cours dont on a parlé, je crois qu'on a besoin d'aller vers ça. C'est un travail d'atelier, mais c'est difficile, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Claude Tandil, vice-président du MEDEF, qu'est-ce que vous pensez de la méthodologie, de la feuille de route, des idées qui ont été tracées ici par Laurent Berger et par Pascal Pavageau? Enfin, il a été évoqué des principes et des valeurs. Je dirais que ces valeurs, on les partage. J'ajouterai simplement à la liste qui a été faite le mot responsabilité, qui a peut-être insuffisamment été évoqué. Et au niveau des principes, j'ajouterai aussi le principe de réalité. La protection sociale en France, c'est 700 milliards de dépenses ou d'investissements ou de ressources données aux gens qui en ont besoin. Le sujet, c'est un tiers de la création de richesse. C'est pas d'augmenter ce niveau, c'est effectivement de l'optimiser dans sa répartition et dans son affectation. Et je suis assez sensible et d'accord avec ce que vient de dire Laurent Berger. Je crois que le moment est venu, non pas d'ajuster à la marge les dispositifs existants qui sont rigidifiés au fil des temps, qui reposent sur des statuts, des carrières, des perspectives, etc., ou l'appartenance à tel ou tel secteur ou telle entreprise. Je crois qu'on a une opportunité, avec la situation politique actuelle, de refonder les deux piliers de la protection sociale que sont et la retraite et la santé. Alors la santé, on en a beaucoup parlé.
La retraite, on est à la veille d'une réforme et je partage la vision que la CFDT porte depuis des années de la nécessité d'une réforme systémique. Je crois qu'on améliorera la protection dont les gens ont besoin et la solidarité qui est nécessaire en clarifiant effectivement ce qui relève de la contributivité et ce qui relève de la solidarité. Je ne suis pas certain qu'il faille donner une dimension solidaire à la partie contributive. Ça, c'est un débat qu'on aura forcément entre nous. Et ça pose effectivement le problème du financement. La solidarité, c'est un choix de société, c'est un choix politique. C'est un facteur de cohésion sociale absolument indispensable dans un pays, si on ne veut pas être menacé, comme chez certains de nos voisins, par le populisme. Mais je crois que cette solidarité, c'est un engagement de l'ensemble de la société. Ce n'est pas le choix de quelques-uns, c'est un engagement politique nécessaire qui doit être financé. Et il ne semble pas remis en cause aujourd'hui. Qui doit être financé, pour moi, par un impôt à base large qui doit associer tous les citoyens à ce choix politique fondamental. Le reste, la protection sociale, je suis d'accord sur l'analyse qui vient d'être faite. Il faut repartir des besoins et il faut trouver en face de chaque besoin la solution la plus adaptée, la plus performante, sans augmenter l'enveloppe globale, mais en l'optimisant mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je partage aussi la vision sur la nécessité d'attacher des droits à la personne, certainement plutôt qu'à un statut. Patrick Bottier ? Oui, il y a 2 points sur lesquels je souhaitais revenir. Le premier, c'est qu'il y a une des particularités de notre système de protection sociale, c'est l'implication des partenaires sociaux dans beaucoup de volets, dans sa gouvernance. Et c'est vrai que la valeur qui est créée par le système, dans les jeunes générations, elle n'est pas toujours perçue. Et je pense qu'on a un enjeu de réconciliation de la valeur créée par le système dans les retraites, dans la santé, dans la prévoyance aussi, sur le risque d'invalidité, par exemple, par rapport aux nouvelles formes d'emploi, qui va être, à mon avis, décisif et qui peut relégitimer le dialogue social qui, contrairement à certaines idées reçues, est productif dans notre pays. Le deuxième point, c'est peut-être plus un défi pour nous mutuelles, où nous aussi, on a à regagner ou à conforter une légitimité qu'on peut avoir auprès des populations, non pas en abandonnant tout ce qui a été fait jusqu'alors, mais en le complétant, en l'enrichissant. Je vais citer un enjeu concret. On est à un moment où il y a un essaimage de la e-santé, des enjeux de e-santé, au croisement finalement de ruptures technologiques avec la e-santé tous azimuts, l'intelligence artificielle, la blockchain et parfois la combinaison de tout ça, qui ne viendra pas forcément remplacer tout ce qui se faisait en matière de santé et de prise en charge physique par des professionnels de santé, mais qui viendra le compléter et l'enrichir. Et puis, on a le bénéfice d'usage que ça va procurer aux populations. Et donc, la première responsabilité qu'on va avoir, nous, peut-être, acteurs mutualistes, c'est comment on permet un accès le plus large et le plus équitable possible aux populations demain, en plus de ce qui est immédiatement disponible. Un premier et bel enjeu, je trouve. En même temps, il faut lui donner une dimension éthique. On a venu, avec le scandale Facebook, que le gratuit, ça n'existe pas dans le monde numérique. Quand le gratuit existe... À peu près nulle part. Hein, en gros, la donnée, c'est la valeur, et on voit bien l'usage qui peut en être fait. Et en matière de santé, je pense qu'il y a des gages éthiques à donner à la population qui sont encore plus forts, et nous devrons être en capacité de donner ces gages. Et puis le troisième point, et ça fera écho peut-être aux enjeux qui sont ceux des partenaires sociaux, c'est refaire communauté. Parce que du coup, à travers cet enjeu, il y a la nécessité de refonder une communauté d'intérêt, comme on l'a fait à un moment donné au 19e siècle ou auparavant, quand on crée sur des logiques finalement communautaires, comme ça peut exister aujourd'hui, on l'a évoqué y compris dans certaines logiques. Il faudra finalement recréer cette dimension communautaire, la cultiver, et elle viendra peut-être nous régénérer. Et je pense que c'est un beau défi qui nous attend. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez poser vos questions via l'application si vous voulez le faire. Il vous reste à peu près un quart d'heure pour le faire. Il y a une question dont on n'a pas totalement parlé, c'est la question, finalement, de l'argent. Hier, le président de la République a répété à plusieurs reprises que dépenser plus d'argent, ça n'était pas la solution. Est-ce qu'il faut repenser ce système à dépenses égales? Tout à l'heure, Claude Tandil citait le montant des dépenses sociales, un tiers du PIB. Laurent Berger, est-ce qu'il faut se dire qu'il va encore falloir dépenser plus pour être mieux protégé, ou est-ce qu'on peut réformer le système à périmètre constant, j'allais dire? Si on prend juste la question de la santé, moi, je ne crois pas une minute que sur l'enveloppe globale consacrée à la santé, ça ira en stagnation ou en baissant. C'est pas vrai. Il y a une population qui vieillit, il
il y a des progrès médicaux qui font qu'aujourd'hui on guérit de maladies dont on mourrait encore il y a 15 ou 20 ans. Il y a des besoins croissants, alors qu'on regarde comment on peut avoir des dépenses maîtrisées, etc. On n'a pas du tout changé notre vision là-dessus. Mais je crois que sur la question de la santé, regardez ce qui se passe sur et d'ailleurs ça a été annoncé par le président hier ici même, sur la perte d'autonomie, on va avoir des besoins croissants. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se dise sur chacun des risques la part qu'on est prêt sur laquelle on est prêt à contribuer, à consacrer dans notre pays sur tout un tas de sujets. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la dépendance et la perte d'autonomie est quand même une question dramatique. On en parlera longuement cet après-midi. Tout à l'heure, on disait, je dis un mot quand même. Oui. Tout à l'heure, on disait toutes les études prospectives ne sont pas forcément justes. Et on se disait avec Bernadette, il y a un truc qui est assez stable quand même, c'est les questions démographiques. On ne peut pas juste s'étonner qu'aujourd'hui, on a une population qui vieillit et qu'il y a un certain nombre d'anciens qui arrivent en situation de perte d'autonomie. Ça, c'est un truc qu'on avait pu anticiper. La question, c'est que le temps politique étant distinct du temps social, on s'est dit, ça sera pour le prochain la patate chaude. Sauf qu'au bout de se balancer la patate chaude, elle devient très très brûlante. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Mais regardez la situation dans laquelle on est. Et ça concerne tout le monde, ça concerne les travailleurs de ces secteurs. Une étude a montré que 50% des EHPAD aujourd'hui sont en difficulté de recrutement. Parce que vous ne trouvez plus personne pour pouvoir aller bosser dans des conditions dégueulasses où on maltraite, en plus, institutionnellement, je parle, un certain nombre d'anciens. Donc là, il y a des dépenses qui vont augmenter. Il y en a d'autres qui peuvent baisser. Il suffit qu'on soit malin sur la question économique, on fera baisser les dépenses de chômage. D'ailleurs, je ne sais pas si ça va peut-être passer inaperçu ici, parce que vous êtes dans votre congrès, mais enfin, les partenaires sociaux sont de bons gestionnaires. L'assurance chômage... L'UNEDIC est en train de revenir à l'équilibre. Oui, mais enfin, que n'a-on pas entendu? Que n'a-t-on pas entendu la presse ce matin. Sujet. Donc voilà, donc il faut aussi remettre un peu de temps en temps les choses à leur place. Et puis, il y a des dépenses qu'il faudra continuer d'augmenter sur la question de l'évolution des compétences. C'est clair, enfin je veux dire, l'agilité s'arrête. Et puis, il y a des dépenses qui peuvent baisser. Je pense le chômage en termes de dépenses globales. Si on retrouve un taux d'emploi qui est d'emploi de bonne qualité, qui est conséquent, eh bien oui, je veux dire, il faut regarder les choses en face. Mais tout ça, vous savez, ce sont des choix de société. Tout ça est question de choix de société et de la conception qu'on a d'un modèle social. Et donc, ce n'est pas toujours plus dans mon discours, c'est des dépenses au bon endroit, qui sont à la fois des filets de sécurité en termes de solidarité, mais aussi de la mutualisation, parce qu'ensemble, on s'assure du commun. Mieux repenser l'enveloppe globale de dépenses. Pascal Pavageau, tout à l'heure, vous donniez une espèce de feuille de route du vadémécum de la bonne méthode pour réformer la protection sociale. Dépenser plus, c'est la solution, c'est pas la solution? Non, enfin écoutez, la question n'est pas savoir comment dirais-je, à ce stade, la quantité de pognon, pour paraphraser ce que disait le président de la République, qui est dépensée. Le paradoxe. C'est un peu la question, si on se la pose chacun, c'est qu'on a déjà le sentiment de dépenser beaucoup pour un système qui n'est pas totalement efficace. Je donnais les chiffres tout à l'heure. Sans nos minima sociaux, sans nos aides sociales et nos minima sociaux, le niveau de pauvreté en France passerait de 14%, ce qui est déjà extraordinairement élevé pour la 50 puissance économique du monde, à 22%. Donc, les minima sociaux, les aides sociales peuvent toujours être revus parce qu'à un moment donné, il faudrait être plus efficient, plus efficace. La question de l'assiette, comme on l'a rappelé sur les besoins, Laurent le disait, peut avoir évolué. Donc on ne va pas, si les besoins évoluent, on change le paramètre ou on change l'assiette. Mais aujourd'hui, nos aides sociales, notre système social, c'est à la fois un ascenseur ou une corde, puisque certains aiment bien... Bon, voilà. Enfin, il y a de la marge avant d'arriver en haut, mais c'est soit un ascenseur, soit une digue. Je m'explique. Celles et ceux qui sont dans les 14%, ils ne veulent pas rester dans la trappe de pauvreté. 2 chiffres. Le premier, vous avez aujourd'hui 1/3 des bénéficiaires théoriques du RSA qui ne vont pas le toucher. Et les 2/3 des adultes qui sont en situation de pauvreté ont soit un emploi, soit en recherche activement. Évidemment que lorsqu'on est en situation de pauvreté pour soi-même comme pour sa famille et ses enfants, on essaye de s'en sortir. Nos minima sociaux, et c'est notre fierté, nos minima sociaux, ils sont d'abord là pour leur tendre la main et faire ou la corde ou l'ascenseur pour essayer de permettre qu'ils ne restent pas dans cette logique de trappe, premièrement. Mais aussi
Ils sont, pour celles et ceux qui sont juste au-dessus du seuil, peut-être entre les 14 et les 22%, Et de l'effet ne de pas seuil, y il est tomber. très important. Pardon ? L'effet de seuil, il est très important. Oui, mais l'effet de seuil, c'est une digue. Et la digue, aujourd'hui, si vous voulez la placer, moi je veux qu'on la place aux 14%. Ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible que dans la 5e puissance économique du monde, le taux de pauvreté soit de 14%. C'est indigent, c'est intolérable. Donc, on a un seuil minimum qui est de faire en sorte que demain, ce seuil, il soit à 0,0001%. Et là, peut-être qu'on pourra se dire qu'on peut faire largement des économies parce que, heureusement, on a éradiqué le niveau de pauvreté. Plutôt que de parler de pognon, parlons de redistribution, parlons de cotisation, parlons de contribution. Faisons des choix politiques qui permettent que cette solidarité-là, républicaine, cette solidarité collective, dans mutuelle, je ne sais pas ce que c'est qu'un syndicat si ce n'est pas du collectif, je ne sais pas ce que c'est qu'une mutuelle si ce n'est pas du collectif, je ne sais pas ce que c'est qu'un statut, même très large, celui de salarié, si ce n'est pas du collectif. Notre fierté, c'est qu'en face de ces 14%, 93% de ceux qui se travaillent aujourd'hui en France soient couverts par une convention collective ou par un statut. Ce système-là, qu'on l'améliore très bien, mais il ne faut surtout pas le casser au motif de faire quelques économies de bout de chandelle et surtout, je termine là-dessus, au motif. Et c'est ça qui est intolérable dans la petite musique. Derrière, il y a trop de pognon et du mot responsabilisation. C'est inadmissible de laisser à penser que celles et ceux qui sont dans les 14% auraient une part de responsabilité dans leur situation. Et que c'est un peu de leur faute s'ils en sont là aujourd'hui. C'est votre grille de lecture. Ça, oui, ça, je trouve que c'est intolérable. Claude Tandil, j'imagine, dépenser plus de pognon, ça ne va pas être la solution. Est-ce qu'il faut mieux penser la répartition ? Avant de parler de redistribution, je pense qu'il faut parler de création. On ne peut redistribuer que la richesse qu'on a créée. Et la richesse, elle se crée dans les entreprises. Donc, il est nécessaire, je dirais, d'arbitrer entre tout ce qui est dit et que je partage en tant que citoyen. C'est vrai que le seuil de pauvreté qui concerne 14% de citoyens est quelque chose d'inacceptable. Ça n'est pas en alourdissant les charges des entreprises qu'on réduira le chômage, qu'on réduira le seuil de pauvreté. Donc il faut effectivement, je dirais, qu'on clarifie en termes de société ce qu'on veut comme solidarité. Et c'est vrai qu'il y a des risques qui inéluctablement vont augmenter. Le risque santé avec le vieillissement, comme l'a dit Laurent Berger, c'est une charge pour la société qui va inévitablement augmenter. La dépendance, c'est un sujet qu'il faut adresser. Mais comme ça a été dit hier, comme il faut le redire, l'État ne peut pas tout. Et nous avons, nous, acteurs sociaux, vous, mutuelles, secteur privé, un rôle à jouer dans la recherche de solutions qui peut être collective, mais qui n'est pas forcément collective, qui peut être aussi individuelle. Je pense à la retraite, en plus des systèmes de répartition que personne ne conteste et qu'on va s'employer à sauver. Je crois qu'il y a aussi une place pour que, collectivement ou individuellement, on trouve des solutions complémentaires à des dispositifs que l'État a mis en place ou que les partenaires sociaux gèrent avec efficacité. C'est vrai qu'on a redressé les comptes de l'assurance chômage. C'est vrai qu'au niveau Agir Carco, on a équilibré nos comptes et qu'on a devant nous plus de 60 milliards de réserves, alors que les autres régimes de retraite sont plutôt déficitaires et financés par des dotations de l'État. Donc les partenaires sociaux ont fait et feront la preuve de leur efficacité si on les laisse en responsabilité, c'est-à-dire si on considère que les corps intermédiaires ou que les acteurs de la société civile comme la mutualité ont un rôle à jouer et que tout ne dépend pas de l'État. Nous avons des solutions et nous sommes en capacité de les porter pour compléter, je dirais en coordination et non pas en confrontation avec l'État et avec les partenaires sociaux, des solutions. Je dirais que la solidarité seule ne peut pas résoudre parce qu'elle a ses limites, qui sont les limites de la réalité économique et du principe de réalité que j'évoquais. Patrick Breutier, un mot, et puis après on va prendre, il y a deux questions dans la salle, on va les prendre. Moi je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, en repartant de la réalité du système et de ce qu'il produit. C'est vrai qu'en France, et notamment sur le système de santé, on a le niveau de reste à charge le plus bas de tous les pays de l'OCDE. C'est suffisamment rare d'être en tête d'un classement pour le souligner, ce qui ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas d'inégalité sociale de santé ou de renoncement aux soins. La preuve, on est invité finalement à concrétiser aujourd'hui un potentiel de solution qui nous a été exposé hier
Et on a essayé de contribuer à la qualité de ces solutions. Pour autant, on voit bien que c'est l'architecture du système, finalement, avec l'implication des partenaires sociaux dans la gouvernance de la sécurité sociale, aujourd'hui encore, même si bien sûr la part de l'État dans les décisions qui sont prises est importante, mais qui permet de produire ce résultat, et l'intervention des mutuelles aussi. Et je vais donner un exemple très concret par rapport à des décisions qui sont prises en ce moment et sur lesquelles les mutuelles ont joué un rôle, si ce n'est d'aiguillon, mais en tout cas de révélateur pour mettre en place des solutions concrètes. La télémédecine. La télémédecine, à partir de la rentrée du mois de septembre, la Sécurité sociale a prévu de l'inclure dans la nomenclature, et c'est une excellente chose. Mais qui a commencé à apporter des réponses concrètes en matière de télémédecine pour permettre à la population confrontée à des problèmes de désertification médicale ou de difficultés d'accès aux soins? J'ai une petite idée. Moi aussi. Donc, il y a un moment donné, on joue un rôle de levier et on favorise l'accès aux soins, au-delà même des modalités économiques pour y parvenir. Merci beaucoup. 2 questions. Donc, dans la salle, il y en a une. Faut-il relancer le débat? Alors, on va dire oui, puisqu'on va poser la question. Sur la mise en place d'un socle de revenus versé inconditionnellement et universellement à tous, d'un revenu qui ne se rattacherait plus à la condition salariale, mais à la condition humaine. Alors, on ne va pas refaire le débat du revenu universel. Juste cette idée, pour sortir de la pauvreté, que finalement, on a un revenu minimum tout au long de sa vie. Oui, non, très rapidement. Pascal Pavageau, je vous vois faire non de la tête. Non. Voilà. Non, on a toujours été totalement opposés pour une raison très simple, qui est que l'intégralité aujourd'hui des modèles type revenu universel, revenu de base, etc., se traduisent à un moment donné comme une logique de solde de tout compte. C'est-à-dire que, au motif d'universaliser un socle minimal, soi-disant pour tout le monde, on casse justement nos systèmes collectifs de redistribution et de solidarité au bénéfice de ceux qui en ont plus besoin. Nous, on est totalement opposés à ce principe-là. Laurent Berger. Nous, on a eu le débat la semaine dernière au Congrès, donc on a tranché plutôt non, enfin pas plutôt non, on a tranché non, mais moi je crois que la protection sociale, ça ne peut pas se définir uniquement par une allocation financière. C'est-à-dire que nous militons plutôt pour un socle de droits universel qui intègre une partie financière, mais qui aille aussi, via le compte personnel d'activité, vers un accompagnement des parcours, professionnels, mais aussi des parcours de vie. C'est-à-dire, moi je crois que la solidarité demain, ce ne sera pas qu'une solidarité financière, elle est nécessaire et on a bien vu qu'on était pour la maintenir à un haut niveau, elle est aussi une solidarité dans une forme d'accompagnement, d'accès à l'émancipation individuelle et collective. Et donc, je ne crois pas que c'est le revenu universel, dans la forme très diverses qui sont proposées, qui concourent à ça. Claude Tandil. Alors, à titre personnel, je réponds non également, mais je trouve qu'on prend mal le sujet. On part de la solution, le revenu universel, alors qu'il faut partir des besoins. Là aussi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de revenu universel. On disait Madame Bettencourt, feu Madame Bettencourt, je ne pense pas qu'elle ait besoin de 700 € par mois ou 1 000 € par mois. D'autres en ont significativement besoin. Donc ne partons pas de la solution, partons des besoins et on trouvera des solutions modulées en fonction des situations individuelles. Si on commence à créer des exceptions à un truc universel, ça devient très compliqué. Deuxième question d'Abou Ali Mohamed. Pour vous, Patrick Breutier, je pense que la complémentaire santé pourrait-elle faire partie du compte personnel d'activité pour une meilleure identification des droits du citoyen dans ces mutations? Patrick Breutier, d'abord. Moi, j'aurais tenté de répondre oui, bien sûr. C'est vrai que le compte personnel d'activité, ça peut être un vecteur. Il y a eu d'ailleurs des travaux pour ça autour du concept d'investissement social, c'est-à-dire ce qui peut permettre de renforcer ce qu'on appelle aux États-Unis l'empowerment ou la capacitation, l'idée de permettre aux gens d'incarner leur potentiel, mais en même temps en bénéficiant de dispositifs, et j'insiste beaucoup là-dessus, de dispositifs qui restent mutualisés, solidaires et qui sont conformes finalement à ce qu'est la société française et au visage de la protection sociale dans notre pays. Donc oui, ça peut faire partie des droits inscrits et c'est vrai que le CPA, ça peut être, je pense, un bon vecteur, un bel outil pour porter ces enjeux et en fait accompagner les personnes, leur permettre d'avoir de la lisibilité et aussi, parce que ça vient d'être dit par Laurent Berger, les nécessités d'accompagnement, elles sont très fortes, elles seront très fortes en matière de santé aussi, et la révolution qui se dessine en matière de santé, c'est qu'on va pouvoir, tout en inscrivant les personnes dans des dispositifs qui seront assez larges, j'espère le plus large possible, c'est la vocation qu'on a en mutuelle, la technologie va permettre aussi, en matière de prévention, de soins, d'accompagnement,
d'apporter des dimensions beaucoup plus personnalisées. Le tout, c'est de conjuguer les deux, c'est pas les opposer. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est justement la question du compte personnel d'activité. Vous dites que c'est un bel outil. Est-ce que c'est justement peut-être l'outil qui peut servir à réformer ou à faire évoluer cette protection sociale, Laurent Berger ? Nous l'avons porté, nous le croyons, on appelait ça compte social personnel, mais c'est l'idée qu'un compte qui a vocation à regrouper l'ensemble des droits attachés à une personne sur la question des compétences, de la formation, de la santé, du chômage, etc. Moi, je crois que c'est une très belle idée qui, on l'a vu, a été mise de côté pour l'instant par le gouvernement, qui veut se recentrer sur le compte personnel de formation, qui, de notre point de vue, est intégré dans le CPA. Mais l'idée d'un compte personnel d'activité, puisque c'est le nom qui a été donné par la loi travail en 2016, moi je continue de croire que c'est une formidable idée sur laquelle il faut creuser. Dommage que pour l'instant ce soit mis de côté. Claude Tandil ? Le CPA, c'est le bon outil. Demain, on aura tous un carnet, un compte. C'est un outil qui reste, je dirais, à enrichir, à définir et à clarifier dans son usage et dans sa portée. Souvent, on lance des concepts sans en mesurer l'impact et les conséquences. Donc, il n'y a pas de résistance ou Pour vous, la proof of concept, comme on dit dans les startups, elle n'a pas encore été faite. Mais il faut savoir ce qu'on en attend et ce qu'on veut en faire. C'est un outil. Il ne faut pas confondre la finalité et le moyen. Pour moi, c'est un moyen. Parlons de la finalité qui est plus importante. Pascal Pavageau ? Nous, on a toujours été très réservés sur la question du CPA, c'est-à-dire et toute notion, d'une manière générale, de compte personnel. C'est-à-dire que l'inquiétude que l'on a derrière, c'est que ce soit l'outil, en gros, de l'individualisation. C'est-à-dire qu'en termes de moyens, il ne faut pas que ça soit ça, pour le coup. Il ne faut pas que ce soit une sorte de sac à dos. On donne à tout le monde un CPA, il le met sur son dos et après, il a son petit pécule de formation, il aura ses points retraite demain, il a son complémentaire santé, bref, il se débrouille tout seul, chacun pour soi, et il part à l'aventure en concurrence les uns par rapport aux autres. Je pense qu'il faut que nous gardions systématiquement des droits qui sont utilisés de toute façon individuellement, personne n'a le même besoin en matière de formation, évidemment, par exemple. Mais il faut que, si l'utilisation du droit est évidemment à un moment donné personnel, il est individuel, il doit toujours être adossé à un cadre et un droit collectif. Alors après, le débat sur statut ou pas statut, ça dépend de ce qu'on met derrière statut. Si le statut, c'est statut de salarié, il n'y a pas de souci. Le statut de salarié est un statut en lui-même et c'est un statut qui permet, avec multiples conventions collectives. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que le CPA devienne, là aussi, une logique de solde de tout compte où on dit à tout le monde, tu as ton CPA et avec ça, tu te débrouilles tout seul sur le parcours professionnel ou sur le parcours de vie. Laurent Berger défendait le sac à dos. Non, moi, c'est pas un sac à dos. Parce qu'aujourd'hui, sur l'assurance chômage, si tu regardes bien, si on se retrouve tous les deux au chômage demain, on n'aura pas forcément les mêmes droits. On aura des droits personnels. Pascal Pavageau, il vient d'être élu, donc mais lui aussi. Nos viennent de se passer, donc on est tranquille 3 ans. Tout est possible. Vous voyez que ça n'est pas clair. Hein, c'est pour ça qu'on est réservé. Justement, j'allais vous répondre, Monsieur Tandil. Si c'est clair sur l'idée qu'à un moment donné, si on veut une vraie effectivité des droits, il faut savoir... on a tous le mot à la bouche, démocratie. Dans une démocratie ou dans un système social où aucun d'entre nous est capable de dire de la façon dont il sera vraiment traité s'il se retrouve au chômage, incapable de dire ce que sera à quelques années de la retraite, ce que sera sa retraite, etc., ça baisse le consentement à la solidarité. Ça donne le sentiment qu'on ne sait pas où on en est et qu'on va se retrouver. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il faut des systèmes lisibles beaucoup plus clairs, qui sont des systèmes collectifs, mais qu'on retrouve dans le cadre du compte personnel d'activité et dans lequel on a des droits et on a un accompagnement à les rendre effectifs. Parce que, évidemment, tous les droits créés, lorsqu'ils ne sont pas effectifs, il n'y a pas de régulation et d'accompagnement pour les rendre effectifs. C'est sympa philosophiquement, mais enfin, ça ne change pas fondamentalement la vie. Et moi, je crois que c'est une bonne idée. Je sais que du côté d'un certain nombre de partenaires sociaux, et notamment du patronat, mais pas simplement, ce n'est pas une idée qui est retenue, ce n'est pas une idée qui est retenue par le gouvernement. Moi, je peux vous assurer qu'on va continuer à marteler le fait qu'on a besoin de ce compte personnel d'activité, ce compte social personnel, parce que pour moi, c'est
quasiment une façon de refonder, de réinterroger notre modèle social et pour qu'il soit beaucoup plus efficient, efficace au service des travailleurs. Claude-Antoine, une réaction et une conclusion. Je vais vous demander juste un petit mot. Il nous reste 3 minutes, donc Alors, vous avez chacun 45 secondes pour... Moi, je suis d'accord pour refonder, parce qu'on a parlé de droits virtuels, il y a 13 minima sociaux, personne n'y comprend rien, et il faut simplifier tout ça. Il y a 42 régimes de base de retraite, personne n'y comprend rien, et personne ne sait ce qu'il aura à la retraite. Les règles d'indemnisation du chômage sont complexes. Donc je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur la nécessaire lisibilité de nos dispositifs pour que ces droits virtuels deviennent des droits réels, qu'on mette les gens en responsabilité et qu'on consacre plus à la prévention, à l'anticipation qu'à la réparation, qui est indispensable, inévitable pour certains, mais le vrai sujet, c'est de ramener les gens au travail, facteur de dignité et d'épanouissement personnel. Pascal Pavageau, Faire évoluer en fonction des besoins, oui. Garder nos principes et garder nos valeurs également. Et surtout ne pas tout casser pour casser et ensuite faire un nouveau système, un nouveau monde qui ne serait bâti que pour les 5 ou 10% de celles et ceux qui ont eu soit la chance, soit les moyens, soit les capacités de réussir tout seuls. ça ne serait pas bâti pour eux, que pour eux, c'est ça? Ok. Vous avez dit le contraire, c'est pour ça. Laurent Berger? Moi, je dis que rien n'est possible si on n'entraîne pas les personnes concernées par les dispositifs, les solidarités qu'on veut créer avec nous. Et ça veut dire que l'histoire du mutualisme, c'est quoi? Il s'est rénové depuis parce que le monde a changé. Mais ce sont quelques personnes dans une profession, dans un territoire, qui ont décidé ensemble de s'unir pour se protéger mutuellement. Tout ce qui va être construit et qui donnera le sentiment que ça descendra d'en haut, c'est voué à l'échec. Et on ne fera pas sans les corps intermédiaires, mais même sans retourner à l'écoute des préoccupations et des attentes de ceux pour qui on travaille, qui sont les citoyens, les travailleurs, les retraités, etc. Et je vous invite du coup à aller remplir l'enquête Parlons Retraite qu'a lancée la CFDT. Vous verrez, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur ce qui va arriver. Merci. C'est sur votre site? Vous le trouvez facilement, vous tapez Parlons Retraite. Très bien. Patrick Brottier. Conclusion. Nous, les mutuelles aussi, on a, bien évidemment, je pense qu'on est dans une logique où l'implication de l'individu, le rendre acteur de son parcours de santé et en même temps de l'inscrire dans des dispositifs qui sont par essence mutualisés et communautaires, c'est une implication forte. Je pense que le marqueur fondamental de la protection sociale en France, c'est cette implication de parties prenantes, des corps intermédiaires, organisations syndicales, organisations employeurs et de l'implication des mutuelles. Il y a d'autres enjeux qui se profilent, mais on doit absolument conforter cette capacité à incarner, parce que c'est vrai que si demain il y a un divorce entre les solutions qui sont proposées et les gens auxquels elles sont destinées, on voit bien ce que ça produit dans certains pays qui sont nos pays voisins. Merci beaucoup, messieurs, et merci à l'ensemble des participants de la matinée d'être venus jouer le jeu de cette réflexion commune. Je pense qu'on a lancé des pistes très intéressantes, qu'on a eu des réponses très intéressantes. La matinée se termine, ça va être l'heure de déjeuner. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des détails logistiques et on se retrouve ici à 14h15 pour la reprise des travaux de l'après-midi et on parlera notamment de dépendance. À tout à l'heure.